Merci Gaëtan et Lucie pour l'invitation. Contrairement à Gaël, moi je ne connais pas du tout les malades d'hématologie. Donc je suis néphrologue et infectiologue et donc je travaille effectivement dans le service de transplantation rénale au CHU de Bordeaux. Et donc, je m'associe aux organisateurs locaux pour vous recommander la visite de la ville quand vous aurez un peu de temps après les présentations, malgré la pluie, mais apparemment, vous savez qu'à Bordeaux, c'est comme en Bretagne, il peut faire beau plusieurs fois par jour. Donc, on espère encore. Voilà. Et donc, du coup, moi, on m'avait demandé de vous parler du CMV. Parce que nous, c'est une problématique qui nous concerne en transplantation rénale et en transplantation d'organes. C'est la première infection opportuniste encore aujourd'hui en transplantation d'organes. Et donc, je voulais savoir, vous, en hématologie, est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que du coup ça vous intéresse un petit peu? Ok. Et pas que en allo, enfin plutôt en allo. Là, je vais me focaliser du coup. Donc, je remercie le professeur Fourcade qui m'a briefé un peu hier soir pour dire en hémato, en allogreffe, un petit peu pour vous faire un peu le parallèle, pour centrer surtout sur l'allogreffe, parce que j'imagine que la transplantation d'organes, par contre, ça vous intéresse un peu moins. Mais voilà, pour vous donner un petit peu les concepts, et à la fois sur le plan virologique, puisque évidemment c'est un virus, mais aussi un petit peu sur le plan immunologique, parce que du coup, en plus de la transplantation rénale, moi je travaille dans un laboratoire de recherche d'immunologie et depuis un certain nombre d'années au sein d'une équipe qui s'intéresse à la réponse immunitaire anti-CMV, parce qu'on est assez persuadé que la problématique du CMV, c'est aussi une problématique immunologique. Voilà. Donc si je vous ai convaincu de ça à la fin de la présentation, ce sera pas mal. Et donc il y en a beaucoup qui ont déjà pris en charge une infection à CMV, juste pour savoir. Oui. Donc vous connaissez bien les médicaments, tout ça, donc je vais peut-être aller vite, du coup. Mais donc pour rappel, donc le cytomégalovirus, c'est un herpès virus qui donc appartient à la famille de l'HSV, le BV, etc. C'est un très très gros virus qui est donc constitué de glycoprotéines de surface qui permettent l'entrée du virus dans les cellules. Un tégument où il y a des protéines, notamment PP65, qu'on a utilisées ensuite au départ pour détecter la présence du virus qui fait partie du tégument et qui est très immunogène, qui permet maintenant d'être une cible quand on cherche justement s'il y a une réponse immunitaire anti-CMV. Une capside qui contient donc un ADN double brin. Et donc la particularité du CMV, c'est que c'est un virus qui a un énorme génome et en fait, on va dire que plus de la moitié du génome est dédié à coder pour des protéines qui vont servir non pas à la réplication du virus, mais à échapper au système immunitaire. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un virus qui est vraiment très en lien avec la réponse immunologique parce qu'il passe son temps à essayer d'y échapper. Voilà, donc beaucoup de gènes donc c'est un virus qui est spécifique d'espèce. Donc normalement on ne devrait pas attraper un CMV autre que humain, mais avec la xénogreffe on ne sait pas encore complètement comment ça va se passer avec le cochon. Donc juste également, parce qu'on m'a demandé de vous parler un peu de physiologie, mais vous connaissez probablement, donc une des autres particularités du CMV, je pense que c'est pour ça aussi que c'est assez fréquent en allogreffe ou en transplantation d'organes par rapport aux autres herpès virus, c'est qu'en fait c'est un virus qui a un très large tropisme cellulaire, donc qui est capable d'infecter plein de cellules dans l'organisme, probablement en lien avec le fait qu'il y a autant d'atteintes d'organes différentes. Donc pour ça, il lui faut donc comme on a dit, les protéines de surface, donc que l'on teste notamment sur la sérologie, donc la GH, quand vous voyez les anticorps anti-GB, anti-GH, en fait, donc c'est des protéines de la surface qui permettent l'entrée du virus. Et puis le complexe pentamérique, je vous en parle, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de recherches pour essayer de développer des anticorps contre ce complexe, pour essayer de prévenir l'entrée puis la dissémination du virus, mais les anticorps pour l'instant c'est pas encore la révolution.
Et puis alors un petit mot juste sur le cycle viral. Donc vous savez, comme vous êtes allogreffeur, que ça peut être transmis évidemment par le greffon. Nous en greffe d'organes par l'organe, par donc voilà les différents fluides, la salive, etc. Donc il va y avoir une première entrée notamment au niveau des cellules épithéliales. Et puis comme je vous ai dit, c'est un très large tropisme. Donc soit les virions, une fois développés, peuvent contaminer d'autres cellules, soit il peut y avoir une infection de cellule à cellule. Et puis une des particularités donc de ce virus, comme tous les herpesvirus, c'est qu'il y a un moment donné où ils vont rentrer en latence. Notamment dans les progéniteurs C34+, de la moelle. Et puis au cours, on dit des fois de stress, donc par exemple la greffe de moelle c'est un bon stress, la transplantation rénale c'est un bon stress. Il peut y avoir des productions de cytokines qui vont favoriser la réactivation du virus, et notamment le meilleur modèle pour ça en fait c'est la latence dans les monocytes avec par exemple les facteurs de croissance des monocytes comme le GCSF qui vont entraîner une différenciation des monocytes en macrophages, et on sait que le passage des monocytes en macrophages favorise la réactivation virale. Voilà. Et alors donc pourquoi ça nous concerne particulièrement? Parce qu'en fait, une fois qu'on est infecté à CMV, dans la population générale, vous verrez, je vais vous montrer la séroprévalence, en fait c'est très fréquent. Ça donne pas de symptômes particuliers hormis un syndrome pseudo-grippal, c'est là où on est convaincu que c'est donc une maladie immunologique, puisqu'il va y avoir des symptômes chez les patients immunodéprimés, notamment avec une immunodépression qui va plutôt toucher la réponse cellulaire. C'est pour ça que les anticorps, c'est de ça dont on se sert pour estimer un petit peu stratifier le risque du patient à réactiver son CMV ou à faire une primo-infection à CMV, mais finalement c'est pas tant le reflet de la réponse immunitaire qui va permettre le contrôle du virus, puisque ça repose surtout sur une réponse cellulaire. Et donc c'est pour ça que ça touche les patients dont on s'occupe, donc les transplantés d'organes solides, parce que les traitements immunosuppresseurs qu'on leur donne ciblent surtout l'activation des lymphocytes T, et donc la greffe de cellules souches hématopoïétiques, on va en parler juste après, vous connaissez ça bien mieux que moi. Et donc effectivement, le but de la prise en charge, je pense comme chez vous comme chez nous, c'est d'essayer, en fait le concept c'est de se dire on va essayer de prévenir la réactivation ou la transmission de ce virus pour éviter la maladie à CMV, contrairement au sujet immunocompétent, le temps que la réponse immunitaire redevienne efficace ou se mette en place ou se reconstitue post-allogreffe par exemple. Et donc pour ça, pour l'instant en fait on a surtout les traitements antiviraux à disposition, les antiviraux directs, mais je vous dirai un petit mot sur justement comment évaluer et ensuite comment on peut se servir de la réponse cellulaire pour obtenir le contrôle viral au long cours du patient, pour l'instant dans certaines situations qui sont les infections réfractaires. Donc bon, les antiviraux aussi, je vois qu'il y a eu plein de mains levées sur le CMV, donc vous connaissez ça très bien, mais un schéma pour aider à comprendre où les antiviraux agissent. Donc j'ai enlevé la flèche du léflunomide et le l'artésunate, je ne sais pas si vous l'utilisez encore, mais nous on ne l'utilise pas du tout, donc je l'ai enlevé. Mais globalement, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un virus enveloppé qui va, grâce à ces molécules, donc ces protéines de surface, permettre une fusion de sa membrane avec la membrane de la cellule cible dont il a besoin pour se répliquer. Et puis ensuite, donc, la capside va permettre le transport de l'ADN du virus jusqu'au noyau. Et là, vous allez avoir donc la réplication virale qui se fait sous la forme d'ADN circulaire initialement. Et donc, pour ça, il y a besoin évidemment pour le virus de répliquer son ADN grâce à une ADN polymérase qui est l'UL54. Et donc vous allez avoir certains médicaments qui sont des analogues nucléotidiques qui ont besoin d'être phosphorylés par une kinase qui est également virale, l'UL97, pour devenir actifs et ainsi s'intégrer et bloquer la réplication virale. Et puis donc comme c'est des ADN circulaires, ils vont avoir besoin d'être retransformés en ADN
ADN double brun pour être encapsidé, puis enveloppé, puis sortir de la cellule. Et donc, vous allez avoir une cible également, donc la terminase, qui est un complexe, mais dont l'UL56, qui va permettre de couper et de favoriser l'encapsidation de l'ADN viral pour qu'il devienne linéaire et puisse être ensuite ressortir de la cellule. Voilà. Et donc là, vous voyez effectivement les différentes cibles antivirales qui vont cibler ces molécules virales. Donc vous avez la kinase UL97 avec le ganciclovir, le valganciclovir, l'UL54 avec le foscarnet, la terminase avec le léthermovir et le maribavir. C'est un peu plus complexe que ça parce que vous voyez, c'est la même UL97, mais en fait, elle sert également en fait à favoriser on va dire la sortie du virus quand il est encapsidé du noyau puis de la cellule, et le maribavir joue plutôt sur cette partie-là de l'UL97, contrairement au valganciclovir. Voilà, donc en fait, c'est un petit résumé. Donc là, les thérapeutiques qui ciblent l'ADN polymérase, donc la kinase UL97 qui va permettre la triphosphorylation des analogues nucléotidiques, donc le ganciclovir et sa prodrogue, le valganciclovir, qui va ensuite permettre à terme l'inhibition de l'ADN polymérase, et puis le foscavir et le cidofovir qui peuvent cibler directement l'ADN polymérase du virus et donc qui vont avoir un effet évidemment sur l'inhibition de la réplication virale. Donc un petit mot sur les traitements antiviraux. En fait, on n'en a pas tant que ça, et en fait la plupart sont plutôt quand même virostatiques, donc ça c'est important à savoir quand on va traiter le patient, parce que même avec nos bons vieux anti-ADN polymérase qui sont quand même les molécules de premier choix, du fait de ses propriétés et du fait qu'un virus, c'est particulier, en fait, ça a une réplication intracellulaire, puis ça va dans la circulation. Globalement, vous allez avoir des charges virales élevées qui vont mettre du temps à se négativer, et donc c'est la première opposition par rapport aux bactéries au vu des effets des traitements virostatiques et de la cinétique virale. Il faut être patient quand on traite un patient pour une infection ACMV, parce que la charge virale c'est un peu le sommet, c'est un peu la face que vous voyez de l'iceberg, mais voilà, faut imaginer finalement comme vous avez vu, il est majoritairement intracellulaire, et pour nettoyer tout ça en fait il faut du temps, et c'est pour ça que dans les recommandations, quand on vous dit qu'on commence un traitement, on surveille 1 fois par semaine, parfois 2 fois par semaine dans certaines conditions, mais ça sert à rien de surveiller tous les jours, ou même je trouve que 2 fois par semaine c'est trop, parce que globalement le message c'est que voilà, ça va mettre du temps, et c'est pas pour ça que votre patient ne répond pas au traitement. Et alors ensuite, donc ça c'était les bloqueurs de l'ADN polymérase, et donc vous savez que vous avez des nouvelles molécules, qui sont plus si nouvelles que ça. Puis d'ailleurs, elles sont encore moins nouvelles pour vous que pour nous. Donc le léthermovir, donc on a vu qui cible la terminase, et le maribavir qui cible donc l'UL97 avec la particularité de l'action du maribavir. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là là, on a vu donc un panorama des traitements qui vont cibler le virus, mais comme je vous ai dit, je pense que c'est une maladie immunologique, et notamment de l'immunologie cellulaire. Et donc, un petit mot sur la réponse immunitaire, on reviendra dessus à la fin pour les perspectives d'utilisation de thérapie cellulaire dans certains cas d'infection ACMV. En fait, comme je vous ai dit, le virus, c'est un virus qui sollicite énormément le système immunitaire, donc en fait quasiment tous les acteurs du système immunitaire sont impliqués. Donc la réponse classique, c'est on va dire la réponse avec les cellules présentatrices d'antigènes qui vont donc présenter au CD4, au CD8 et engendrer l'activation des lymphocytes B avec la production des anticorps qui ont essentiellement un rôle neutralisant, c'est-à-dire d'éviter l'entrée du virus dans la cellule, mais comme on a vu, c'est pas le mécanisme principal de dissémination du virus, et donc pour l'instant le positionnement des immunoglobulines, on voit à la fois qu'en termes de stratification du risque, pour l'instant c'est la sérologie qu'on utilise et on voit que c'est imparfait, et à la fois comme traitement, finalement ça a un effet assez limité, et nous en tout cas en transplantation rénale, les immunoglobulines hyper immunes pour le CMV, on ne sait pas très bien comment les positionner, ni en prévention ni en traitement curatif.
Et puis après, donc les principaux acteurs, c'est la réponse cellulaire, donc CD4 et CD8. Mais il y a aussi des lymphocytes qu'on va dire non conventionnels qui sont également très importants dans le contrôle du virus. Donc les cellules NK, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, la particularité des NK dans le CMV, si on peut en dire un mot, c'est que depuis 10 ans maintenant, on sait qu'il y a un phénotype de cellules NK qui est spécifique du CMV, qui a été vu chez les donneurs sains, chez les transplantés d'organes solides et aussi en greffe d'organes, donc si vous voulez on pourra en parler plus particulièrement, qui augmentent pendant l'infection à CMV, qui sont associés au contrôle de l'infection à CMV et qui ont la capacité de faire un stock de NK mémoire qui est capable de s'expandre plus rapidement lors d'une réactivation. Et puis enfin un dernier acteur, donc c'est un acteur qu'on étudie en particulier au laboratoire à Bordeaux, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler, que lymphocyte T gamma delta. Contrairement aux lymphocytes T conventionnels, ils ont en fait un TCR gamma et delta. Donc une fois qu'il a reconnu l'antigène, il s'active comme un lymphocyte T, mais la particularité de la reconnaissance de son antigène, c'est qu'il reconnaît des antigènes natifs et pas des antigènes processés par le MHC de classe 1 ou de classe 2. Et donc ils peuvent reconnaître des cellules stressées, infectées à CMV directement, sans passer par une cellule présentatrice d'antigène. Et là encore, on a pu mettre en évidence en fait leur augmentation dans le sang périphérique des patients qui faisaient une infection à CMV, initialement en transplantation rénale, mais également dans d'autres transplantations d'organes et chez les patients greffés de cellules souches hématopoïétiques, que leur expansion, que là encore, en fait, comme les lymphocytes T, ils sont capables d'acquérir un phénotype mémoire et donc de s'accumuler, on va dire, après l'infection à CMV, de se réactiver plus rapidement après une nouvelle infection à CMV. Et chez les patients, comme sur des modèles souris, on a pu mettre en évidence leur rôle protecteur sur la mortalité induite par l'infection à CMV chez la souris quand c'est une souris immunodéficiente, et chez l'homme, c'est associé à une diminution du risque de rechute quand on peut mesurer leur expansion dans le sang. Donc la particularité, alors pourquoi on parle de ce problème de réponse immunologique? Donc ça, vous connaissez bien mieux que moi, mais parce que votre patient greffé de cellules souches hématopoïétiques, il va se retrouver en fait de par son conditionnement pré-greffe. Donc je ne vais pas revenir dessus parce que ça vous connaissez bien mieux que moi, et par on va dire les événements post-greffe tout simplement liés à la latence de reconstitution du système immunitaire post-greffe, et puis des complications qui vont devoir entraîner une augmentation du traitement immunosuppresseur, vous allez avoir une immunosuppression maximum au décours immédiat de la greffe, et puis ce qui est estimé à peu près jusque dans les 100 jours post-greffe, où donc c'est le moment le plus à risque de maladie à CMV. Et en fait, pourquoi? Parce que donc c'est pour ça que je vous ai mis la réponse immune ici. En fait, ça c'est vraiment une estimation. Donc comme on a dit, le plus important pour le contrôle du CMV, c'est vraiment la génération de lymphocytes T spécifiques. Et donc vous voyez que c'est la réponse qui est la plus lente à se mettre en place et qui est en fait théorique, c'est-à-dire on dit 100 jours, mais c'est bien pour ça que la prévention de l'infection à CMV, c'est comme en transplantation d'organes, on sait que c'est la période la plus à risque, mais en fait on ne sait pas la mesurer précisément de manière individuelle pour les patients et la corréler vraiment à la disparition du risque d'infection à CMV. Donc en fait, on est un peu grossier en se disant conceptuellement c'est la période la plus à risque jusqu'à ce que la réponse T se mette en place. Donc c'est à ce moment-là qu'on va essayer de prévenir l'infection, les maladies à CMV. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, donc en fait, pour l'instant, comme on l'a dit, on se base sur l'estimation de la sérologie pour évaluer le risque du patient. Donc, la séroprévalence, en fait, elle est assez hétérogène, on va dire, autour du monde, avec des zones où vous allez avoir une séroprévalence quasiment à 100% dans la population générale, et puis des zones, notamment comme en France, où la séroprévalence est plus faible, jusqu'à 50%. Donc ça, c'est bien pour vous. Parce qu'en plus, on voit que la séroprévalence a tendance à diminuer, notamment dans les pays d'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous, la problématique que vous avez à avoir, c'est si votre patient a déjà vu le CMV, qu'il est greffé, en fait, le risque principal, en fait, pour lui, ça va être la réactivation du virus.
ce qui sera en fait l'inverse chez nous, c'est-à-dire que nous, en fait, un patient qui n'a jamais vu le virus, à qui on donne un greffon pour le virus, positif pour le virus, son risque est maximal après la greffe où le traitement immunosuppresseur est le plus fort, alors que vous, c'est l'inverse. Donc vous, en fait, ça, c'est plutôt positif pour vous de savoir que la séroprévalence diminue dans les pays d'Europe, puisque du coup, si les patients sont moins R+, on aura moins de problèmes pour la réactivation du CMV, parce que dans les autres contextes, l'incidence est beaucoup plus faible. Donc c'est cette diapo-là que Édouard m'a gentiment prêtée. En fait, effectivement, le risque en allogreffe, il est inversé par rapport à la greffe d'organes, où on voit bien effectivement que le risque de maladie SMV est maximum chez les R+, donc qu'ils soient D+, ou D-. Le risque intermédiaire chez les R-, D+, donc là, effectivement, c'est une transmission par le donneur. C'est pas terrible non plus, parce que là encore, on est en l'absence de... on va dire de réponse initiale pour le CMV, mais on se dit que si le donneur est positif, il va reconstituer des lymphocytes T mémoire directement contre le CMV, et donc le risque est moindre. Et puis le risque est quasiment nul chez les D-, R-, comme chez nous. Voilà, et donc c'est un peu comme ça qu'a été stratifié pour l'instant le risque d'infection à CMV chez vos patients. Donc vraiment le plus important, c'est le statut sérologique du receveur. Alors il y a le HLA matching, donc là je fais une petite pause pour voir si vous suivez, parce que nous c'est un peu la même problématique, mais à votre avis, pourquoi le HLA matching c'est important pour le risque de réactivation ? Un peu d'immunologie ne fait jamais de mal. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais... Ouais. Voilà, plus il y a de matching HLA, puisqu'on a dit quand même que c'est la réponse T conventionnelle qui est la plus importante, et donc le lymphocyte T, pour répondre, il a besoin de cette présentation MHC avec donc entre les cellules du greffon et les cellules du receveur où ça se réactive. Et comme la réponse T efficace va venir du greffon, il faut qu'il y ait des T du greffon qui soient capables de reconnaître les cellules infectées du receveur pour qu'il y ait un bon contrôle. Donc le HLA matching, c'est important, notamment le HLA matching de classe 1. Il y en a qui suivent. Et puis après, les facteurs qui vont immunodéprimer le patient, notamment sur la réponse T, donc les lymphodéplétants que vous avez comme chez nous, notamment les thymoglobulines, et puis les périodes de GVH qui vont être traitées par corticoïdes. Voilà, donc en gros ça c'est les guidelines, mais c'est vos guidelines, vous les connaissez. Donc je vais aller rapidement pour pas perdre plus de temps, parce que je pense que j'ai déjà été assez longue, mais ça me paraissait important. Donc globalement, une fois qu'on a ça, comment on diagnostique le CMV? Donc avant, il y avait les antigénémies PP65, mais finalement qui manquaient de sensibilité. Maintenant, c'est vraiment la PCR, notamment dans le sang total ou dans le plasma, qui permet de mesurer la survenue de la réplication de l'infection à CMV. Et donc dans les recommandations, je pense que c'est comme chez vous. Maintenant, on a vraiment des PCR ultra sensibles qui permettent de détecter le virus très bas. Le sang total est plus sensible que le plasma, mais le problème de la sensibilité, c'est que parfois on ne sait pas quoi faire de ces petites PCR positives faibles. Donc finalement, à Bordeaux, on a décidé d'opter pour la PCR sur plasma, qui est quand même ultra sensible parce qu'elle permet de détecter un virus présent à 34 unités par ml, ce qui est quand même vraiment très bas. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, il faut être vigilant sur l'évolution de la charge virale, et en tout cas nous, dans nos recommandations, on considère une variation significative de charge virale quand ça dépasse 0,5 log d'unité par ml. Donc juste une définition, donc voilà, l'infection à CMV, c'est le fait d'avoir du virus qui réplique dans le sang indépendamment des symptômes du patient. La maladie à CMV, donc je ne parlerai pas du syndrome parce que c'est pas trop un problème, parce que sinon on dirait toujours qu'ils ont des syndromes globalement, quand ils ont les enzymes hépatiques qui montent, les leucos qui baissent, les plaquettes qui baissent et tout, donc ça c'est vraiment pour les transplanteurs. Mais par contre la maladie à CMV, en fait il y a des définitions assez précises. Donc pour avoir la maladie prouvée, c'est vraiment
également le fait d'avoir des symptômes en faveur, et c'est le diagnostic histologique, alors avec soit l'hybridation in situ, soit les effets cytopathiques sur la biopsie. Donc je ne sais pas si vous biopsiez beaucoup vos patients et que vous avez beaucoup d'infections prouvées, mais nous, on les biopsie quasiment jamais. En fait, souvent, ils ont la diarrhée, ils ont des symptômes compatibles, ils ont une charge virale qui est significative dans le sang. Et en fait, on ne va pas forcément aller leur faire la coloscopie pour prouver qu'ils ont une infection à CMV. Mais je sais, par exemple, qu'en Réa Dige à Olévec, ils sont beaucoup plus stricts sur leurs malades greffés d'organes. Donc, ils doivent avoir du foie et du poumon là-bas. Et en fait, ils me disaient qu'ils faisaient beaucoup de coloscopies. Donc, ça dépend des pratiques. Mais nous, on les biopsie pas. Et donc, on est dans les infections possibles. Et puis, il y a la particularité de la rétinite que vous connaissez probablement, où là, on n'a pas besoin de preuves histologiques. Il y a des signes pathognomoniques au fond d'œil qui permettent d'attester du diagnostic de l'infection ACMV. Donc voilà. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, le tropisme est assez large, donc il peut y avoir une variété de symptômes dans la maladie ACMV. Et donc l'attitude thérapeutique, là je vais aller assez vite parce que maintenant vous avez tout le panorama, mais globalement on peut opter soit pour une prophylaxie après la greffe, globalement pour l'instant c'est 100 jours chez vous qui est recommandé avec l'instigation directement d'un traitement antiviral pendant une durée déterminée, une stratégie préemptive où on va surveiller le virus dans le sang et on va débuter un traitement curatif à partir d'un cut-off. Donc ça c'est une problématique parce qu'il n'y a pas de cut-off absolu. Donc j'imagine qu'entre vos centres, chacun a son petit seuil pour dire là on va démarrer le traitement. Et puis après en curatif, quand il y a une maladie ACMV, voilà. Et du coup je voulais juste faire un focus sur des antiviraux un petit peu plus récemment utilisés parce que je pense que comme chez nous, en fait la prise en charge de l'infection ACMV a vraiment beaucoup progressé ces derniers temps. Alors initialement les patients mouraient de maladie ACMV, mais bon voilà, très rapidement, il y a eu les antiviraux directs avec le ganciclovir et le foscavir qui ont permis vraiment de baisser la mortalité et la morbidité de cette maladie, mais qui sont quand même très toxiques. Donc, nous, on n'aime pas le foscavir parce que ça donne des atteintes rénales. Vous n'aimez pas le ganciclovir parce que ça donne des atteintes hémato. Donc, on n'était globalement pas hyper ravis. On se disait ce serait bien qu'il y ait des alternatives moins toxiques. Et donc, c'est l'arrivée du léthermovir pour la prophylaxie et du maribavir pour les traitements des réfractaires. Donc je vais vous dire un mot là-dessus, mais là encore vous connaissez bien probablement. Donc le léthermovir, vous l'utilisez, alors en France c'est depuis 2020 je crois qu'il est disponible, et donc c'est parti de cet essai Princeps chez les R+, alors comparé au placebo. 14 semaines de traitement, et donc vous voyez il y avait effectivement un net effet sur la survenue d'infections cliniquement significatives. Avec évidemment beaucoup moins d'effets. Alors les effets indésirables étaient comparés au placebo, mais en tout cas en ce qui nous concerne de façon intéressante, beaucoup moins d'effets indésirables, notamment de ce qui aurait pu être sur les atteintes hémato et sur les atteintes rénales. En tout cas, là, vu que c'était comparé au placebo, ils n'ont pas noté beaucoup d'effets indésirables puisqu'il n'y avait pas de différence par rapport aux patients qui ne recevaient pas d'antiviraux. Et donc voilà, c'est les recommandations actuellement pour prévenir la réactivation du CMV chez vos patients R+, avec le léthermovir donc, qui est disponible. Un petit mot sur le léthermovir, juste pour vous, mais que vous connaissez. Donc ça cible spécifiquement le CMV, donc ça ne prévient pas les autres herpès virus. Donc si vous avez besoin de couvrir l'herpès simplex ou le zona, sachez que ce n'est pas couvert. Donc il y a certains centres qui rajoutent l'aciclovir. Voilà. Et puis juste un petit mot aussi sur les interactions. Donc vous avez souvent la cyclosporine. Donc dans ces cas-là, c'est 240 mg de léthermovir. Nous, c'est 480 parce qu'on n'utilise quasiment plus la cyclo. Et il faut faire attention aux interactions avec notamment, alors vous en avez peut-être pas, mais globalement, c'est contre-indiqué d'avoir cyclo, léthermovir et statine ou cyclo, léthermovir et dabigatran. Donc peut-être que vos patients n'en ont pas, mais juste, en gros, léthermovir égale interaction, vérifier les interactions.
Voilà, donc là je vais passer vite, c'est juste pour vous dire un petit mot donc, sur le maribavir dans les infections réfractaires, parce que là en fait on a un papier commun entre les transplantés d'organes et les transplantés de moelle. Donc la maladie réfractaire, c'est une infection où le seuil, où la charge virale ne descend pas de plus d'1 log après 2 semaines de traitement bien conduit. Donc j'insiste sur le traitement bien conduit, parce que même si vous utilisez peut-être pas le valganciclovir ou le ganciclovir, c'est comme avec le foscavir, la première chose à faire, c'est de vérifier que le traitement est bien conduit, c'est-à-dire avec des dosages qui sont, on va dire, optimaux. Nous, on fait beaucoup attention parce qu'on a des problèmes de variation avec la charge, avec la fonction rénale, et que ce soit pour le foscavir ou le valganciclovir, il faut bien adapter. Ça s'adapte sur le Cocroft, donc quand on est entre 2 doses, pas hésiter à mettre la dose supérieure, parce que parfois on nous appelle en disant oui, ça diminue pas assez, puis la charge virale baisse pas, mais en fait on se rend compte que on aurait peut-être plutôt choisi la dose supérieure. Donc en tout cas, bien faire attention aux doses quand vous instaurez un traitement antiviral, avant de conclure qu'il est inefficace. Et donc effectivement, c'est dans ce registre-là qu'il y a eu une étude de phase 3 qui a étudié l'intérêt du maribavir par rapport à un bras contrôle, greffe d'organes et greffe de moelle, en évaluant l'intérêt sur la clairance à 8 semaines et le maintien à 16 semaines. Donc vous voyez en gros que le maribavir fait 2 fois mieux que le bras contrôle. Ça reste 55%, donc c'est légèrement plus que la moitié des patients. Donc c'est mieux, mais c'est pas non plus miraculeux, on va dire. Néanmoins, voilà, il y avait beaucoup moins d'effets indésirables que le bras contrôle, qui était foscavir, cidofovir, etc. Donc c'est vraiment une molécule, je pense, qui est vraiment intéressante. Et nous, c'est rentré en première ligne dans les maladies réfractaires peu graves avec des charges virales pas trop élevées, parce que du coup, le principal biais, je dirais, de cette étude, c'est qu'il y avait peu de patients vraiment malades. Donc pas beaucoup de patients symptomatiques, et les charges virales étaient relativement faibles. Donc juste un point d'attention, nous c'est ce qu'on a mis dans nos recommandations. Pour les malades les plus graves avec les charges virales les plus élevées, on reste sur le foscavir, en tout cas sur si on peut, un inhibiteur d'ADN polymérase. Voilà, donc ça c'était l'étude qu'on a fait à Bordeaux, en France, on va dire, tous les centres greffés de greffe de rein, pour montrer effectivement que sur la clairance à 8 semaines, à 16 semaines sans rechute, il y a vraiment une différence d'efficacité en fonction de la charge virale, et notamment pour les charges virales les plus élevées. Je ne sais pas si je peux continuer encore 5 minutes ou... Ouais, c'est bon ? Ok. Donc voilà, c'est 5 minutes vraiment juste pour vous dire, justement, dans les infections réfractaires, et avec, j'espère, la conviction que vous avez maintenant du rôle de la réponse immunitaire anti-CMV, que donc il y a des alternatives qui essayent d'utiliser justement le développement de thérapies cellulaires, donc de thé conventionnels dans un premier temps, ou principalement pour les infections réfractaires, parce que vous voyez, il y a quand même que 20% de patients qui sont, on va dire, en clairance soutenue, même sous maribavir à 16 semaines. Et donc, il y a vraiment un intérêt à développer des alternatives qui permettraient le contrôle en long cours du CMV. Donc ça, c'est des études maintenant qui sont anciennes. Donc, vous connaissez même probablement mieux que nous en transplantation d'organes, parce qu'on commence juste les CTL anti-CMV, où donc à partir d'un donneur tierce ou du même donneur de greffon, on peut amplifier ex vivo, ou en tout cas enrichir ex vivo les lymphocytes T anti-CMV pour ensuite les réinfuser aux patients. Et donc il y a des séries de cas qui montrent que ça peut être efficace et qu'ils peuvent être maintenus chez le patient à long terme. Mais donc juste pour vous dire un dernier mot sur une partie qu'on développe en recherche au laboratoire, il y a certaines limites, comme vous avez pu le voir, sur les lymphocytes T conventionnels, avec cette histoire de matching HLA, du fait que si le donneur est négatif, la reconstitution de CTL, CMV spécifique chez les patients naïfs, c'est voire impossible. Donc il y a cet intérêt à essayer de développer des thérapies cellulaires qui ne passent pas par ces problématiques de matching HLA et notamment. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est justement l'apanage des gamma-delta, puisque vous avez vu que c'est des cellules qui pouvaient reconnaître de façon native leur antigène, qui sont indépendantes
pour leur reconnaissance du MHC de classe 1 ou de classe 2, et donc qui ont une réactivité anti-CMV. Et donc en fait, au laboratoire d'Immunoconcept à Bordeaux, on s'est en fait inspiré d'un protocole d'expansion ex vivo des gamma-delta qui avait été développé au Portugal. En gros, in vitro pendant en fait 21 jours, mais c'est possible pendant 15 jours, c'est suffisant. On leur met un cocktail de cytokines avec un anti-CD3 qui permet d'activer par le TCR et une association de cytokines. Et on a vérifié leur réactivité in vitro et chez la souris. Et c'est les résultats que je vais vous montrer rapidement. Donc, ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on arrive à expandre de manière très importante et de manière à pouvoir les utiliser ensuite en pratique, ces gamma-delta qui sont très peu nombreux dans le sang périphérique, hein, c'est 0,5% des lymphocytes périphériques, donc il faut vraiment passer par une expansion. Et donc cette expansion était aussi efficace chez les patients CMV négatifs que chez les patients CMV positifs, pardon, là c'est les donneurs sains, et puis on l'a fait également à partir de patients, parce que nous l'intérêt ce serait quand même d'essayer de le développer en autologue, donc des patients qui étaient en maladie réfractaire, on a repris leur PBMC, on les a expandus avec le protocole que je vous ai montré, et ça marche pas toujours aussi bien que chez les donneurs sains, mais globalement on obtient la plupart du temps des expansions qui vont nous permettre de se projeter dans une réinfusion ultérieure aux patients. On a testé leur réactivité in vitro et donc on a montré effectivement que ce soit à partir d'un donneur CMV positif ou négatif, on a une bonne réactivité in vitro de ces gamma-delta expandus. Et nous, on a voulu aussi tester leur réactivité malgré un traitement immunosuppresseur, puisque en fait, je pense que c'est la même problématique en allogreffe. Au moment où ils sont réfractaires, parfois, ils ont encore besoin de traitements immunosuppresseurs. Enfin, en tout cas, nous, on ne peut pas complètement leur arrêter les traitements immunosuppresseurs. Et donc, on a fait la même technique, on va dire, d'activation in vitro avec des cellules infectées à CMV. Et de manière intéressante, en fait, on voit que la réactivité n'est pas significativement différente quand les cellules sont en présence de tacrolimus. Et donc, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'en fait, souvent, on leur arrête le MPA sur les infections réfractaires, donc on pourrait se projeter de leur réinfuser les cellules en maintenant le tacrolimus en espérant que les cellules soient toujours efficaces. Et puis enfin, on a fait le test chez la souris à partir de souris infectées ou non à CMV avant. On a pris les cellules des souris, on les a expandues in vitro et on les a réinfusées à des souris immunodéficientes et on voit par rapport aux souris qui n'ont pas été injectées que globalement, les infusions de gamma-delta expandus permettent de retarder la mortalité induite par l'infection ACMV. Donc du coup, l'essai qu'on va commencer bientôt chez l'homme, ce serait le scénario où les patients sont en maladie réfractaire, on démarre le maribavir, on fait partir leurs cellules à Lyon, parce qu'on va travailler en collaboration avec Lyon, qui ont une plateforme de thérapie cellulaire pour qu'ils adaptent le protocole en version GMP d'expansion des gamma-delta en frais. On les ferait revenir en frais de Lyon à Bordeaux pour les infuser aux patients après 14 jours d'expansion pour voir si ça permet donc un contrôle à long terme de l'infection ACMV. Donc on a eu un financement de l'ANR en collaboration avec Toulouse et Lyon pour mener cette étude et on commencera probablement l'année prochaine, on espère. Voilà. Donc je vous donnerai des nouvelles si ça vous intéresse, mais je pense que ça pourrait éventuellement être quelque chose d'intéressant aussi chez vos patients. Voilà. Donc ça, c'était Édouard qui m'avait donné les références pour le textbook CMV en greffe de moelle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Kaminski, pour cette présentation. Avant de passer à l'Assemblée pour savoir s'il y a des questions, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce que dans vos modèles murins de réinjection de lymphocytes T gamma delta, vous avez eu des phénotypes de GVH ou d'équivalence de GVH, puisque nous, c'est quand même une problématique théorique, en tout cas, liée à la réinjection de CTL. Alors nous, c'est des souris RAC-KO, donc elles ont vraiment plus grand-chose pour faire de la GVH, donc on n'a pas eu ce genre de réaction, non.
C'est quelque chose que vous allez surveiller dans l'essai? Ouais, c'est quelque chose qu'on va surveiller parce que même si on dit qu'il n'y a pas le MHC, enfin que ça peut réagir de manière MHC indépendante. Alors déjà, nous en fait, on va le faire en autologue, donc c'est moins une problématique. Pour la greffe de moelle, je sais pas, Edouard, d'où tu penses qu'on prendra pour faire les dots, pour voir est-ce que tu penses que ce serait, enfin à partir du même greffon potentiellement. Du coup, on pourrait éventuellement aussi avoir les mêmes effets ou parce que les risques de GVH. Il n'y a pas de support pour un GVH. Ouais, mais parce que les dots après peuvent surexprimer le MHC de classe 1 quand même, dans l'absolu. Mais bon. Est-ce que quelqu'un a une question Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur l'éthermovir en curatif. Est-ce que ça a été testé et pourquoi ça ne l'est pas? Alors, j'ai enlevé la diapo, mais j'avais fait une petite étude de série de cas pour l'instant, à ma connaissance. Alors, ça marche pas globalement. Pourquoi ? Parce que donc comparé aux inhibiteurs d'ADN polymérase, quand même le maribavir et l'éthermovir ont des barrières génétiques quand même plus faibles. Et en fait, on voit rapidement l'acquisition de résistance quand on est en monothérapie l'éthermovir. Donc, l'utilisation en curatif, nous, on a un PHRC en cours en greffe rénale pour le faire en association au valganciclovir, dans l'idée de raccourcir la durée du valganciclovir, toujours dans cette idée de diminuer les effets indésirables du valganciclovir. Merci. J'avais une question un peu plus clinique. Est-ce qu'il existe des données sur la morbimortalité des patients, notamment d'hémato, infectés par le CMV? Parce que si on appelle le docteur Morissou avec une virémie CMV, ça ne lui plaît pas trop. Bah alors, on en a une vraie. Bon, c'était un peu particulier, mais c'était pas une patiente d'hémato, en fait. Quid de la réplication CMV comme ça alors en greffe de moelle, j'avais vu des études, enfin l'effet sur la mortalité avec la prévention par l'éthermovir visiblement n'est pas clair. On en rediscutait encore hier avec Edouard. Donc je pense que le but c'est vraiment de rester sur l'idée que ça va prévenir la maladie ACMV pour les effets directs de la maladie. Sur les effets indirects, en greffe d'organes, on a quelques éléments qui montrent dans des études d'association que ça peut augmenter le risque de rejet. En greffe cardiaque, il y a un vrai substrat parce qu'il y a un tropisme sur les artères coronaires et donc ça accélère la coronaropathie d'allogreffe. En greffe de moelle, franchement, je ne connais pas assez bien la littérature pour vous dire, mais je crois que c'est encore plus débattu, les effets indirects du CMV. Donc je pense que pour rester clinique... alors après... je pense que tout l'enjeu, c'est justement pas qu'ils soient malades, parce que justement, dans l'étude des infections réfractaires, il y avait peu de patients symptomatiques. Mais on reste sur les recommandations de prophylaxie pendant 100 jours. Il n'y a pas forcément, pour l'instant, il me semble, d'arguments pour faire plus que 100 jours, justement dans l'idée de l'effet sur la mortalité qu'il y aurait à mettre plus longtemps, ou des effets indirects du CMV. Et donc voilà, la problématique en tout cas de la réplication, pour revenir sur les patients de réanimation, enfin il y a des contextes où le CMV peut se réactiver et où on sait pas trop quoi faire, parce que parfois c'est juste un marqueur d'immunosuppression. Donc effectivement, dans ces cas-là, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour dire est-ce qu'il faut traiter ou pas. Mais en tout cas, c'est déjà bien de se poser la question de dire on ne sort pas tout de suite l'antiviral. On a le temps pour une dernière question avant la pause. Vous aviez dit que l'éthermovir, il ne couvrait pas les autres virus. Est-ce que c'est aussi le cas pour le maribavir ? Oui, le maribavir, à ma connaissance, n'a pas non plus d'activité sur les autres herpesvirus. Parce qu'encore une fois, ils ne ciblent pas l'ADN polymérase. C'est vraiment les inhibiteurs qui ciblent l'ADN polymérase qui est commune entre les différents herpesvirus qui ont une activité anti-herpès. Merci beaucoup, professeur Kaminski. Avec plaisir.